présente dans l'ordre de... Je pars du bout de la table, les participants. Donc Sylvain Guinaudi, qui est vice-président en charge du pilotage financier. Alors j'aime beaucoup sa délégation à la communauté de communes, je vous l'avais dit. En charge du pilotage financier des grands projets, de la communication à la communauté de communes du Cubzaguais, qui est maire délégué de la commune de Val-de-Virvé, qui est une commune nouvelle dont on parlera tout à l'heure. Madame Isabelle Martel, donc, qui est directrice régionale des finances publiques à Bordeaux et pour la Nouvelle-Aquitaine, je pense. Ouais. Nicolas Florian, donc, qui est adjoint au maire en charge des finances, des ressources humaines et de l'administration générale à Bordeaux. Je ne me trompe pas d'ordre. C'est Benoît Simian, donc, qui est député de la Gironde, député du Médoc en particulier, membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, donc il va pouvoir nous dire plein de choses sur les sujets que nous allons aborder, et ancien maire, je le précise, de Ludon-Médoc, dans le Médoc, comme son nom l'indique. Philippe Rogier, qui est directeur du Crédit et membre du directoire de l'agence France Locale, et Jean-Charles Laure, directeur du centre d'affaires, secteur public local à la Banque Postale, je crois aussi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui est votre interlocuteur sur ce territoire. Voilà, donc voilà alors, l'atelier donc a un titre qui pourrait effectivement, s'il n'y avait pas un point d'interrogation à la fin de cette phrase, être un peu anxiogène. On va y revenir sur ce climat un peu anxiogène. Il s'inscrit dans une période qui est une période que vous avez bien, que vous avez vécue, une période assez longue de réformes assez fortes, importantes, réformes structurelles qui ont eu des impacts à la fois sur le plan de l'organisation des collectivités locales, mais aussi des incidences financières assez lourdes. Alors j'en ai listé un certain nombre. Donc, on peut dire que ça a commencé avec la loi RCT en décembre 2010, réforme des collectivités territoriales qui a commencé à enclencher cette réorganisation des territoires. La suppression de la taxe professionnelle en 2010 aussi, qui évidemment a eu une incidence assez forte, puisque réforme fiscale qui a pour vocation, comme à chaque fois, de simplifier la fiscalité, a eu pour vocation de supprimer une taxe pour en créer, je crois, 5 ou 6. Donc ça a été assez compliqué, donc il y a eu des incidences. L'instauration du FPIC, qui a été annonciateur aussi d'un mécanisme de péréquation entre les collectivités locales, qui s'est d'ailleurs mis en place au niveau des intercommunalités et des communes et de leurs communes membres, mais aussi il y a eu des mécanismes au niveau des départements et des régions un peu différents, mais qui se sont démultipliés et qui ont pris de l'ampleur. Donc on est dans une phase aussi, on voit bien que les choses évoluent avec ces systèmes de péréquation. La loi MAPAM, qui est effectivement en janvier 2014, qui a donc instauré, enfin mis en place un certain nombre de dispositifs pour les métropoles. La loi autre plus récente, donc août 2015, là aussi, j'allais dire deuxième couche sur la réorganisation des territoires qui a effectivement perturbé un peu l'organisation. Et puis je passe sur un certain nombre de mécanismes financiers, loi de finances après loi de finances, qui, coup de rabot après coup de rabot, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sur ce qu'on appelle maintenant, tout le monde s'accorde à dire ça, les variables d'ajustement, qui sont des compensations fiscales ou financières, qui sont un peu revues et corrigées à la baisse en permanence, donc viennent effectivement perturber un peu la stabilité financière, vous le savez, des collectivités locales. Alors il y a eu un élément qui a été plus marquant que les autres, peut-être plus visible, c'est ce qu'on appelait la baisse des dotations entre 2014 et 2017. Alors quand je dis ce qu'on a appelé la baisse des dotations, ce n'était pas vraiment une baisse des dotations, c'était en réalité un prélèvement sur ressources, puisque plus vous aviez de ressources de fonctionnement et plus vous étiez prélevé, puisque c'était un pourcentage de vos recettes de fonctionnement. Et en général, une baisse s'arrête à zéro. Or, on voit qu'il y a aujourd'hui plus de 500 collectivités qui sont prélevées sur leurs recettes fiscales, bien au-delà des dotations qu'elles percevaient auparavant. Donc là, il y a eu effectivement une période, on va dire, un petit peu compliquée. Et donc, le gouvernement s'est engagé à stopper un peu ce rythme des réformes. Mais quand on regarde la loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'innovations dont on va parler, sur les mécanismes financiers des collectivités locales. Donc, pardonnez-moi, j'ai la voix qui s'échappe un peu. J'étais à Faune hier soir, j'ai récupéré un filet de voix, ce qui m'impose un peu une voix un peu rocailleuse, pardonnez-moi. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin du débat. Donc, je vous disais, la loi de finances et la loi de programmation qui a introduit en fait deux grands mécanismes. Le premier dont on va parler, c'est la contractualisation entre l'État et les principales collectivités locales de France.
dans un objectif qui s'applique, enfin un objectif qui est indiqué à l'ensemble des collectivités locales, parce qu'on parle de la contractualisation qui est contraignante puisqu'elle impose aux 322 plus grosses collectivités de tenir des engagements, on y reviendra, mais il y a aussi dans la loi de programmation quand même une perspective de réduction du besoin de financement des collectivités locales, donc non contraignant, mais enfin qui est un peu incitatif, on va dire ça comme ça. Il y a évidemment la réforme de la taxe d'habitation dont on va parler, qui pose beaucoup de questions et dont un certain nombre de propositions ont été posées sur la table la semaine dernière, donc on va pouvoir les évoquer. Donc on voit bien qu'on sort quand même où on est, je ne sais pas, dans une période qui est assez tumultueuse. On a vécu un mandat et un peu plus d'un mandat un peu compliqué sur le plan de l'organisation et de la réorganisation financière. Et paradoxalement, la situation financière des collectivités locales elle reste bonne, elle ne s'est pas dégradée. On y reviendra aussi, elle s'est même améliorée. Donc on parlera tout à l'heure de la note de conjoncture que vient de présenter la Banque Postale aussi, donc qui donne quelques perspectives sur l'évolution des finances locales en 2018. Donc elle s'est améliorée tendanciellement. On a effectivement une situation, alors on a l'habitude, quand on parle des finances des collectivités locales, de dire toujours la situation est bonne, mais est-ce qu'elle sera assez bonne pour faire face à ce qui va nous arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Puis on se rend compte qu'à force de le dire, parce que ça fait quand même un certain nombre qu'on le dit, la situation financière finalement ne cesse de s'améliorer. On y reviendra. Est-ce que c'est d'ailleurs pas un jeu un peu... Alors je lisais avec intérêt le titre de la Gazette des communes lorsque la Banque Postale a présenté sa note de conjoncture. C'était l'épargne brute des collectivités locales atteint des niveaux records, mais suffira-t-elle à faire face aux difficultés que les collectivités vont rencontrer en 2020, etc. Bon, donc on est toujours un peu dans cette perspective de se faire peur. Donc je pense que si on parle d'avenir des finances locales, on peut peut-être essayer d'aborder les choses en 2 temps, donc en deux tempos. Le premier, c'est le futur proche, c'est-à-dire quelle est la situation des collectivités aujourd'hui, quelle est leur capacité à faire face à leur programme d'investissement, et pour dire les choses clairement à la fin du mandat. Et puis un futur un peu plus lointain, moyen terme, qui est effectivement comment vont se réorganiser les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Est-ce qu'on va quand même laisser un brin de décision financière et fiscale au niveau local? Et je pense qu'effectivement, ça c'est un débat, on le voit bien avec la réforme de la TH qui se joue aujourd'hui. Ceci étant, même si les deux temps sont évidemment étroitement liés, et j'espère que cet atelier permettra peut-être d'éclairer cela. Peut-être faut-il faire attention de ne pas faire ce qui s'est peut-être produit ces dernières années, c'est être un peu dans une attente, dans une inquiétude, dans une anxiété qui fait qu'on attend que la réforme, que ceci, que cela, que ce qu'on nous annonce se produise pour vérifier que. Et donc, en attendant, on se rétracte, en quelque sorte, on thésaurise. Hein, c'est un peu ce qui se passe, on y reviendra. Donc, voilà un petit peu peut-être la façon dont on peut aborder les choses. En tout cas, c'est la façon dont je vous propose de l'évoquer. Et puis j'espère que cet échange vous permettra d'éclairer un certain nombre de choses sur la situation, sur l'avenir, et d'aborder la fin de mandat avec enthousiasme. Alors avant de démarrer donc, sur les sujets de réforme et la contractualisation, donc, je vais passer la parole à Isabelle Martel, donc, qui est directrice régionale des finances publiques, qui a accepté, je la remercie, de nous présenter quelques chiffres, quelques éléments de conjoncture sur la situation des collectivités locales dans notre région. Conjoncture, je pense que vous ferez un zoom sur la fiscalité, donc dans la perspective du débat que nous aurons sur la réforme de la TH, puisqu'il y a des débats sur les répartitions de recettes, et puis sur les mécanismes de mise en œuvre de la contractualisation. Voilà, si vous voulez bien, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend? Oui? Comme vous voulez. Vous m'entendez? Bon, alors, le micro semble mieux. Je le prends donc. Alors, ma contribution, merci d'abord Monsieur Valtou, et bonsoir à toutes et tous. Donc, ma contribution, comme l'a dit Monsieur Valtou, à cette table ronde, va consister à apporter quelques éléments d'éclairage sur l'évolution des dépenses et des recettes du bloc communal, avec effectivement un petit focus sur les questions de fiscalité,
Et puis aussi quelques éléments sur 2 points d'actualité. Vous en avez cité un, Monsieur Valtou. Ces 2 points d'actualité, d'ailleurs, ont pourrait avoir un impact sur les ressources et les dépenses des collectivités. Donc d'une part la contractualisation, celui-là vous l'avez cité et vous avez donné quelques éléments, je vais y revenir. Et d'autre part, un autre élément que vous n'avez pas cité, mais qui me semble important également dans le débat, et qui est la révision des valeurs locatives des locaux. Je vais aussi en dire quelques mots. Alors, je vais commencer par l'évolution des recettes et des dépenses, mais rassurez-vous, sans donner trop de chiffres, ce n'est pas le lieu, mais en donnant des tendances, parce que c'est comme ça qu'on retient mieux les choses, je trouve. Alors d'abord, si on regarde l'évolution comparée au niveau national et local de la situation des collectivités et donc du bloc communal, comme je le disais. D'abord, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on voit qu'on a une augmentation continue, on va dire, sur la période 2014-2017, pour trouver une période, avec néanmoins, et il faut le dire très clairement, un tassement en 2016 et puis une augmentation en 2017, et ceci se vérifie aussi bien au niveau national qu'au niveau régional ou girondin. Alors, ce qui est important aussi, c'est les éléments en termes de fiscalité directe locale, puisque, évidemment, ça permet ça concerne les bases des collectivités et c'est très important pour leurs ressources. Donc la fiscalité directe locale, si on regarde au niveau national et au niveau local, on voit que c'est un vrai dynamisme tout au long de la période. Et je crois que ça aussi, c'est un point qu'on ne dit pas souvent dans les tables rondes, mais que je crois qu'il faut retenir. Par ailleurs, évidemment, la fiscalité directe locale, c'est une ressource très importante du bloc communal. Si on regarde, et ça fixe, je crois bien, les esprits, le produit des impôts directs locaux du bloc communal, impôts directs locaux, ai-je besoin de le répéter, l'ATH, l'ATF, M. Valtou l'a un peu dit, mais je vais préciser aussi, parce qu'il y a les impôts économiques, quand on parle du bloc communal, la CFE, la CVAE, l'IFER, la TASCOM. Je pense que tout le monde est familier avec ces sigles, mais sinon, je peux en dire un petit mot. En tout cas, la part de ces impôts est importante dans les produits de fonctionnement du bloc communal. Et ça aussi, je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant. Peu de chiffres, mais quand même utile. Et celui-là l'est, me semble-t-il, aux alentours de 50%. Donc, même un petit peu au-dessus, entre 51 et 55%, que ce soit au plan national ou au plan local. Alors, vous m'avez demandé un petit focus à l'instant sur la taxe d'habitation. Je m'y livre volontiers pour dire que la taxe d'habitation représente 40% des ressources de fiscalité directe locale du bloc communal au niveau national et au niveau girondin. J'ai regardé les chiffres pour vous les fournir. Je pense qu'ici, c'est important. C'est 42%. Donc, c'est les mêmes ordres de grandeur. Et puis, si on regarde la part de la taxe d'habitation dans les recettes de fonctionnement du bloc communal au niveau national, c'est un peu plus de 20%. Et au niveau girondin, c'est un petit peu plus de 22%. Donc là aussi, on est dans les mêmes éléments, mais je pense que ça fixe vraiment les esprits. Et un tout petit focus sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, parce qu'on en entend beaucoup parler ici ou là. Donc là aussi, un petit élément pas inintéressant, me semble-t-il, et qui est que cette taxe représente à peu près, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau local, entre 10 et 11% du produit de la taxe d'habitation. Un tout petit focus maintenant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle aussi fait couler beaucoup d'encre dans le cadre du rapport Richard-Burr pour savoir si on l'utilise, on va dire, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation. Alors la TFPB, elle représente 33% des recettes de fiscalité directe locale du bloc communal au niveau national et un peu plus de 34% si on regarde le niveau girondin. Et elle représente 17% des recettes de fonctionnement du bloc communal au niveau national et un peu plus de 18% au niveau girondin. Point très intéressant également, sur toute la période, quand on regarde la part départementale de la taxe foncière, là aussi on en parle beaucoup ces derniers temps,
également, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on voit qu'elle représente un peu moins de 60% de l'ensemble des recettes, donc du produit tiré de la taxe d'habitation pour le bloc communal. Alors, quant aux dotations de l'État, je n'y reviens pas, vous en avez parlé tout à l'heure. Avec la baisse des dotations de l'État, je dirais simplement qu'il y a eu un communiqué du Conseil des ministres le 9 mai dernier qui a bien indiqué qu'il y avait en 2018 stabilisation de la DGF, avec bien entendu à l'intérieur des dotations individuelles, collectivité par collectivité, qui peuvent être à la hausse ou à la baisse, car comme on le sait, ça demande de l'explication parfois, et nous sommes là aussi pour en faire, il y a des mécanismes de péréquation qui expliquent cela. Alors, toujours sur la même période, bien sûr, 2014-2017, les dépenses, donc les dépenses de fonctionnement pour le bloc communal sont en progression continue, mais contenue, j'ai envie de dire. Donc, d'abord, au plan national, les dépenses de fonctionnement ont augmenté. Elles ont augmenté sur la période, avec néanmoins un ralentissement clair en 2016 et un ralentissement qui s'est confirmé en 2017. Au niveau girondin, j'ai constaté un peu plus de dynamisme, on va dire, sur les dépenses de fonctionnement, mais pour tout vous dire, je n'ai pas encore les chiffres définitifs 2017. Et sur les dépenses d'investissement, donc là, les choses sont bien connues, je pense, aujourd'hui. Les dépenses d'investissement ont fortement diminué au début de la période et en tout cas au plan national, je vais y revenir, avec aujourd'hui une augmentation. Ça, c'est peut-être pas encore connu de tous. Une forte diminution au niveau national en 2014 et 2015. Puis, ces dépenses d'investissement stabilisées en 2016 et on voit aujourd'hui une nette tendance à la hausse. En sachant que c'est à peu près la même chose au niveau régional, même si je n'ai pas encore les chiffres définitifs. Et en ce qui concerne la Gironde, la tendance est la même, même si elle est décalée, parce qu'en Gironde, au début de la période, les dépenses d'investissement ont continué à croître, puis elles ont décru en 2016 assez fortement alors qu'elles se stabilisaient au plan national. Et pour 2017, la tendance telle que j'ai pu voir les chiffres semble là aussi en nette augmentation. Alors, sur la partie contractualisation maintenant, un certain nombre de points. D'abord, tout le monde le sait, le président de la République avait annoncé à la conférence des territoires en juillet dernier la participation des collectivités à la réduction de la dette publique et à la maîtrise de la dépense publique. Tout ceci a été posé dans le dispositif de la loi de programmation des finances publiques pour la période quinquennale, donc 2018-2022. En deux articles essentiels sur lesquels je vais revenir, avec un autre article qu'on cite peut-être moins souvent et qui est l'article 16 et qui fixe le principe de la stabilité des concours financiers de l'État sur toute la période. J'y ai fait référence il y a quelques minutes. Donc, un des articles de cette loi de programmation fixe le cadre et surtout le niveau des objectifs qui doivent être respectés. Alors, l'objectif que tout le monde connaît, c'est celui de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour les collectivités, qui est fixé, qui est limité, on va dire, à 1,2% par an par rapport à l'année de référence, disons, c'est l'année 2017. Et puis l'autre objectif qui est également connu et qui est celui de la réduction du besoin de financement à hauteur de 13 milliards d'euros en cumulé sur l'ensemble de la période 2018-2022. Ce qu'on ne sait peut-être pas très clairement, mais pourtant on l'a dit, c'est qu'effectivement les collectivités territoriales qui ont un débat d'orientation budgétaire doivent bien sûr fixer les objectifs en la matière. Au-delà, le champ de la contractualisation est défini par un des articles de ce dispositif, de la loi de programmation. Cet article donc définit, comme l'a dit M. Valtou, le nombre de collectivités concernées. En fait, c'est moins le nombre que le critère, mais on en déduit le nombre. Le critère étant celui des dépenses réelles de fonctionnement supérieures à 60 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a 322 collectivités sur l'ensemble de la France et en région Nouvelle-Aquitaine, ce sont 29 collectivités qui sont tenues de contractualiser
avec l'État pour 3 ans, avec une date butoir dont on parlait il y a quelques minutes, qui est le 30 juin 2018. Alors, le contenu du contrat, j'en ai dit quelques mots en ce qui concerne l'évolution des DRF. Ce taux de 1,2% peut être modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de 3 grands critères. Il y en a un peu plus, mais je vais simplifier. Le critère donc, de l'évolution démographique, celui du revenu moyen par habitant et celui de l'évolution des DRF de 2014 à 2016. De 0,15 points, enfin, on peut aller dans les détails, mais je ne vais évidemment pas le faire maintenant. L'objectif concernant la réduction du besoin de financement, ça, c'est un objectif, j'en ai parlé également, je n'y reviens pas, et l'objectif concernant la capacité de désendettement, donc indicateur de solvabilité financière, indicateur qui s'apprécie donc en nombre d'années. La loi fixe le nombre d'années à 12 années pour le bloc communal, 10 ans pour les départements et 9 ans pour les régions, en sachant que du coup, il y a 41 collectivités au niveau national qui sont concernées par cet objectif et qui doivent fixer une trajectoire en la matière dans le contrat. Je termine sur la contractualisation en disant que tous les contrats doivent faire l'objet d'un rendez-vous annuel et on regardera à ce moment-là l'évolution des DRF. Il peut y avoir une reprise financière, mais qui sera plus importante s'il n'y a pas eu de contractualisation pour les collectivités dans le champ. Évidemment, en fonction de l'évolution des DRF, c'est le seul objectif qui donnerait lieu à reprise financière, s'il y a matière à le faire. Et bien entendu, accompagnement de l'État, stabilité des concours financiers, j'en ai déjà parlé, et quelque chose qu'on dit un peu moins, mais qui figure aussi dans le texte de loi, et qui est éventuellement une majoration de la dotation de soutien à l'investissement local. J'en viens maintenant à la révision des valeurs locatives des locaux pour dire que c'est un sujet là aussi prégnant et qui me semble important de mentionner dans le cadre de cette table ronde, parce que la révision des valeurs locatives, alors les valeurs locatives d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, servent de base aux impôts locaux, j'en ai parlé, la TH, la TF et la CFE, c'est donc très important pour les collectivités territoriales. À la DRFIP, nous gérons 1,1 million de locaux d'habitation et 70 000 locaux professionnels, bien plus évidemment au niveau national. Donc nous avons travaillé sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. C'était un grand chantier. Donc vous savez tous que les valeurs locatives 1970 étaient obsolètes. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les locaux d'habitation. Et la loi de décembre 2010 a fixé le système nouveau d'évaluation des locaux professionnels. En 2 mots, on peut dire qu'on a fixé pour chaque département des secteurs d'évaluation représentant un marché locatif homogène et on a fixé par ailleurs des grilles tarifaires par catégorie de local et par secteur d'évaluation avec éventuellement des coefficients de localisation qui pouvaient être justifiés, on va dire, par des situations particulières. Tout ça, on l'a appliqué à partir de 2017, ce qui veut dire que c'était la première année, fin 2017, où les cotisations d'ETF et de CFE étaient concernées par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Et j'ai envie de dire que les choses se sont plutôt correctement passées. En tout cas, ça semble être un avis de ce que j'entends également autour de moi, à la fois en termes de méthode, parce que sur la campagne de collecte, les choses se sont bien passées avec les professionnels, mais aussi en termes de concertation avec l'ensemble des élus et avec les représentants des professionnels. Et puis, ça, c'est un point sur lequel je voulais également insister. Il y a eu des mécanismes atténuateurs, on va dire, de la réforme, en tout cas dans un premier temps, qui ont permis de la rendre soutenable, aussi bien pour les usagers que pour les collectivités. 3 mécanismes que je voulais citer. Le dispositif de neutralisation, dispositif qui a vraiment permis, parce que c'était prévu, de maintenir la part respective des locaux professionnels et des locaux d'habitation au sein de l'assiette des impôts directs locaux, et puis des dispositifs dits, alors c'est un terrible jargon, de planchonnement et de lissage qui ont permis, alors le premier, de limiter, sans les éliminer évidemment, les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs locatives.
et le dispositif de lissage qui a permis sur 10 ans de lisser les variations à la hausse ou à la baisse des cotisations induites par la réforme. Et évidemment, point absolument essentiel, il faudra qu'on mette à jour de manière permanente ces valeurs locatives. Je termine en parlant de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, pour dire que là aussi, c'est évidemment un sujet prégnant compte tenu de l'obsolescence des valeurs locatives 1970. Et là, nous avons travaillé, après autorisation du Parlement, qui nous a autorisé à faire une expérimentation en grandeur nature. Donc, c'était la loi de finances rectificative de décembre 2013, qui nous a autorisé donc à faire cette expérimentation sur 5 départements représentatifs du tissu des locaux d'habitation sur l'ensemble du territoire national, donc la Charente-Maritime, Paris, le Nord, l'Orne et le Val-de-Marne. Voilà, je n'en ai oublié aucun. Et nous avons donc fait cette expérimentation en 2015 et avons déposé un rapport, il y en a même 2 d'ailleurs, sur la table du Parlement en 2016 et en 2017. Ce sont des rapports publics, donc tout le monde peut y avoir accès. Je ne vais pas en dire énormément, mais ce qu'on peut en retenir, c'est que d'abord la collecte s'est très bien passée auprès des propriétaires concernés, qu'on a utilisé à peu près les mêmes paramètres que ceux qu'on a utilisés pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, et qu'au fond, on a vu bien entendu, vous vous en doutez, une augmentation globale des valeurs locatives des locaux d'habitation, mais dans des proportions assez comparables à celles qu'on avait constatées pour les locaux professionnels. Bien sûr, il y a à l'intérieur, en fonction des catégories des locaux, des variations à la hausse ou à la baisse, mais on peut dire qu'avec l'utilisation vraisemblablement des mécanismes atténuateurs comme on a utilisé pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, ça pourrait permettre, là aussi peut-être, la soutenabilité d'une éventuelle réforme. Mais je dis très clairement qu'effectivement, cette réforme n'est pas décidée sur le plan politique, mais que cette expérimentation a pour objectif d'être une pierre apportée à l'édifice. Et la représentation nationale en décidera en son âme et conscience. Merci de votre écoute. Très belle conclusion sur le sujet, parce que je crois que le sujet avait déjà été apporté à l'Assemblée nationale au début des années 90 sans grand succès. Donc, souhaitons que ça puisse aboutir. Alors, je reviens sur je vous remercie infiniment pour ces éléments. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, si je comprends bien, sur les tendances nationales et régionales dans ce que vous donniez sur l'évolution des recettes et des dépenses, et particulièrement des dépenses d'investissement. On y reviendra. Mais je reviens sur la contractualisation, puisqu'effectivement c'est un sujet un peu clé, qui intègre une nouvelle dimension dans les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Donc je vais me tourner vers vous, Nicolas Florian, puisque la ville de Bordeaux a été une des 11 premières collectivités locales à signer avec l'État. Pour vous demander un petit peu quelle était, puisque vous avez mené ce chantier, quelle était votre perception déjà sur le principe de cette contractualisation avec l'État, et puis est-ce qu'il y a des risques identifiés ou des mesures de gestion nécessaires, enfin certainement j'imagine, à mettre en œuvre pour effectivement suivre cet engagement? Oui, alors effectivement, la ville et l'agglomération ont été parmi les premiers signataires. Je veux dire qu'on a la particularité d'avoir le même exécutif entre l'agglomération et la ville, ce qui a facilité aussi le volontarisme que l'on déployait à ce niveau-là. Et quand je parle de volontarisme, à Bordeaux en tout cas, avec Alain Juppé, on n'est pas simplement croyants, on est aussi des pratiquants. Et quand Alain Juppé, dans un autre cadre, expliquait, certes qu'il était pour l'identité heureuse, mais qu'il était aussi, en tant qu'élu local, pour du pragmatisme, et proposait lui-même déjà une contractualisation entre les collectivités et l'État, dès lors que celui qui aujourd'hui est en responsabilité, le président de la République, le met en œuvre, on regarde. On regarde par adhésion intellectuelle, et ça a été souligné par vous-même, et ce matin, les tables rondes que nous avons menées autour de François Baroin, ça a été un constat unanime depuis 20 ans, où l'État nous fait les poches, où il nous impose des transferts de charges non compensés. Et là-dessus, il y a quand même une continuité républicaine, quels que soient les gouvernements, de droite, de gauche. Moi, ça commence à faire quelques années que je suis dans le système. À chaque législature, on a eu droit, quoi. Bon. Là, c'est quand même la première fois
que l'État passe d'une décision, j'allais dire, imposée unilatérale à un début de discussion bilatérale. Je dis bien un début, parce qu'on ne va pas non plus se raconter d'histoire. On avait des marges de manœuvre. 1,2, on pouvait monter par 0,15, 3 fois 0,15, on pouvait monter, mais enfin on pouvait descendre aussi. Mais et je trouvais que c'était intéressant dans la démarche, mais il y a cet échange sur des contingences très financières. Je vais vous épargner les détails de ce qu'a contractualisé la ville en volume, mais sur l'objectif, c'était aussi, au-delà de ces contingences financières, pouvoir restaurer un début de confiance entre l'État et les collectivités. Un début de confiance. Et je ne veux pas redire ce que j'ai eu l'occasion de dire à cette même table ce matin. On souffre quand même dans ce pays, depuis les grandes lois de décentralisation des années 80, d'une espèce de tutelle non avouée de l'État auprès des collectivités. Ce n'est pas simplement sur les relations financières que l'on a les uns et les autres, mais je veux dire, aujourd'hui, le Code des marchés publics, il faut vraiment avoir envie, je sais qu'il y a des collègues dans la salle, il faut vraiment avoir envie de construire un équipement, de faire un aménagement dans sa commune, quand on doit se taper le Code des marchés publics. Il faut avoir envie d'y répondre aussi. Par ailleurs, il faut avoir envie d'y répondre. Bon, donc il y a quand même toujours eu cette espèce de tutelle et de suspicion qui plane sur nous, avec quelque chose d'un peu tabou, mais oui, il y a l'aristocratie administrative, nationale, la haute fonction publique, et puis il y a les autres, il y a nous, les locaux, et puis quant aux élus, alors là, n'y pensons pas, à part avoir des propos de tribune, on ne sait pas trop ce qu'ils font, donc il faut les encadrer, et puis si tant est qu'ils aient décidé de faire des choses dans leur commune, on va aussi leur restreindre les ressources pour pas qu'ils dépensent indûment. Bon. Là, c'est la première fois, j'en reviens à la question que vous posiez, où les relations ont changé. Alors, déjà, on peut discuter pendant des heures sur le quantum, C1,2, C1,3, peu importe. Enfin, là, pour le coup, je fais confiance à des gens dont c'est le métier, qui ont pu évaluer ce qui était soutenable pour une collectivité, en tout cas comme la mienne, en termes de tendanciel de dépenses. Bon. Moi, 1,35, et on a bâti le budget, je parle de la ville de Bordeaux, je ne parle pas de l'agglomération, on a bâti le budget pour qu'on ne dépasse pas 1,35 d'augmentation. Enfin, à part quelques cas de délirium prononcé, je connais peu d'élus qui disent quoi qu'il en soit, je dépasserai ce que j'ai décidé et je ne tiendrai pas mon budget. Enfin, d'ailleurs, il y a une chose qui, contrairement à l'État, et là je m'adresse aux parlementaires, nous, les budgets, il faut qu'ils soient équilibrés à la fin de l'année. Autrement, on vient nous retoquer, que ce soit la préfecture ou la Chambre régionale des comptes. Bon. Donc, nous, le budget, il est construit sur 1,35, on aurait pu passer à 1,20. Et d'ailleurs, c'est plutôt heureux qu'on ait encore la possibilité d'augmenter nos dépenses. Parce qu'on a quand même connu 5 ans, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, enfin, quand je disais tout à l'heure, et l'expression n'est pas de moi d'ailleurs, l'État nous a fait les poches. Quand du jour au lendemain, moi j'ai pris mes fonctions à la mairie de Bordeaux, le 1er avril, le 2 avril 2014, pendant la campagne électorale, on a communiqué sur tel investissement, avec les contraintes qu'on connaissait, moins 1,5 milliard sur les dotations de l'État. Bon, enfin, on avait de la lisibilité. Boum, élection passée, change de Premier ministre, un nouveau arrive, dit non, vous n'avez pas bien compris, c'est pas 1,5 milliard, c'est 3,5 milliards qu'on va rajouter là. Bon. Et très concrètement, la ville de Bordeaux, mais tous les maires, tous les élus qui sont là le connaissent dans leur commune. Moi, on touchait 60 millions d'euros de DGF par an, on est passé à 30. Voilà. Bon. Donc là, c'est même plus se poser la question de savoir si je peux dépenser un peu plus que l'année dernière, c'est comment je fais pour réduire les... Bon. Cet effort, il a été fait. Et ce que soulignait Madame très, très justement, et vous l'avez abordé à un moment ou à un autre, même si on a crié, nous aussi, ça nous a imposé un peu de sobriété financière. On a tous été amenés à aussi regarder ce qui relevait du principal, de ce qui relevait de l'accessoire,
des trésoreries, des fonds de roulement qui étaient conséquents. On avait toujours tendance à thésauriser, prévoir l'avenir. Bon, en plus, la chance que l'on a eue, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais la baisse des taux d'intérêt, l'argent n'est pas cher. Donc toute l'épargne de précaution que nous avions entamée pour nos grands projets, quelque part, cet autofinancement, il a été utilisé pour compenser les baisses. Et par ailleurs, on a emprunté, on s'est réendetté pour pouvoir investir. Voilà. Donc cette période, elle a été dure, ça nous a obligés à remettre de l'ordre dans les maisons. Hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Bon. Donc aujourd'hui, on est sur une phase plus positive, en tout cas c'est ce que je retiens. Après, moi je ne suis pas non plus béat devant tout ça. Hein. Bon, il y a des vrais points de vigilance. Parmi les points de vigilance, c'est qu'est-ce qui se passe sur la durée. Là, on signe pour 3 ans, avec un effet effectif tous les ans. Maintenant, aujourd'hui, l'histoire va à une vitesse démultipliée par rapport à ce qu'on a connu. Et là aussi, moi, je fais partie de ceux, je sais que c'est un grand combat de Gérard César, qui était avec nous, sur la stabilité des normes, la stabilité de la vision financière, qui n'est pas trop bon. Donc là aussi, nous, on prêche, on prône que ce qui est aujourd'hui décidé, ça tienne à minima pendant les 3 ans. Ça, c'est le premier point de vigilance. Quand je parle de cet encadrement réglementaire ou normatif pour les 3 ans, j'y mets dedans, ou alors j'y exclus les sujets financiers, et j'y mets dedans aussi toutes les normes. Toutes les normes. Si demain, Premier ministre, un nouveau Premier ministre frappé de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, nous demande de doubler les voies, ou de tripler l'éclairage public, ou de servir les repas de cantine sous cloche. Enfin, ça peut arriver. Hein, ça, c'est, bon. Et qui c'est qui supporte la charge? C'est les collectivités. Donc là, il y a un autre point de vigilance, et que l'on n'aille pas au-delà de ce qui a été décidé. Ça, c'est le premier point. Second point, moi je milite, ou je militerai, pour que là où l'encadrement de l'évolution des dépenses a eu du sens à un moment donné, qu'on puisse desserrer un petit peu les liens pour des communes ou des collectivités qui, à un moment ou à un autre, et pas par simple choix politique de ses élus, face à une augmentation de la population, une modification de la sociologie de sa population, est obligée de dépenser un peu plus. Parce que pareil, moi, souvent, les gens, ils nous disent sur les marchés, ah ben ouais, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop d'impôts. Puis c'est les mêmes 2 heures après qui disent, ah ben j'ai pas assez d'école, ma gamine, je la mets en crèche, mais il n'y en a pas assez. Enfin bon, on est aussi dans cette schizophrénie. Bon. Donc l'État doit aussi prendre conscience le moment venu. Ça, c'est des discussions que nous aurons avec leurs représentants et puis la représentation nationale. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je veux dire, moi, quand il y a Bordeaux, c'est 3500 habitants de plus par an. Voilà. Et on est passé de 220 000 habitants il y a 10 ans, 95, un peu plus, à 250 000 aujourd'hui. Ces gens-là, il faut les loger, il faut les accueillir, il faut les nourrir dans les écoles. Bon. Donc, à un moment ou à un autre, qu'on puisse négocier des clauses de revoyure, certes, mais des clauses de révision des plafonnements de nos dépenses, pour qu'on puisse assumer nos charges et accueillir voilà. Donc, nous, on est plutôt contents de la démarche. On reste très vigilant sur l'évolution des choses. On est plutôt des gens sympas à Bordeaux. Hein, on est plutôt ouverts, donc on peut discuter à tout moment. Le tout, c'est que cette discussion soit possible. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre attente? Très bien, merci infiniment. Alors Benoît Simion, je vais vous poser la question de savoir si vous êtes BA, puisque manifestement ça n'est pas le cas d'autres voisins, mais est-ce que cette contractualisation donc, qui annonce, donc, au-delà des aspects techniques, quand même une nouvelle relation entre l'État et les collectivités locales, j'aimerais effectivement vous entendre et puis voir si, ce que cela présage pour la suite. Est-ce qu'on va vers un élargissement du dispositif qui pour l'instant n'est pas prévu dans la loi, mais qui pourrait être déclenché? Enfin, est-ce que vous êtes BA? Alors, je ne suis béat de rien. Je constate, j'étais de l'autre côté de la tribune il y a quelques mois en tant que, je sais pas si ça marche, oui, en tant que maire de Ludon, et j'ai vécu pendant 4 ans
la baisse des dotations de façon imposée, violente. Et le choix qu'on a fait quand on a été élu, je faisais partie du petit cercle qui a travaillé auprès du ministre du Budget, c'est le choix en effet de la contractualisation avec les 319 plus 3, puisqu'au départ on était sur 319 plus grosses collectivités de France, et de laisser tranquilles j'aime pas ce mot, les petites collectivités, les collectivités, les communes rurales notamment, pour leur donner un nouveau souffle. Et alors, le triptyque qui a guidé nos travaux dans le cadre du projet de loi de finances, c'était libérer, protéger, investir. Donc libérer, en effet, lever un certain nombre de verrous et simplifier. C'est ce qui a été fait notamment, je vais prendre un exemple, avec la réforme des rythmes scolaires, mais je pourrais aussi parler de l'eau et l'assainissement, où on a donné du mou, on a repoussé la deadline. Enfin, protéger, c'est tout simplement en laissant tranquille toutes les autres collectivités que ces 319 à laquelle vous faites partie. Et puis, enfin, investir en continuant à laisser des subventions, en tout cas via les DETR et via le TSIL, à un taux exceptionnellement élevé, puisqu'on est à près de 1 milliard, et ça, c'est inédit. Par rapport à moi, je me réjouis des propos que je viens d'entendre, parce qu'en effet, j'avais au départ entendu que c'était un contrat léonin avec l'État. Je me souviens, c'était il y a quelques mois sur des terres girondines. Mais en revanche, je ne suis pas BA. Je sais les économies qui ont été faites dans les collectivités. Le premier poste d'ajustement, c'était sur les infrastructures, les réseaux. L'eau, l'assainissement et les routes. Et là, aujourd'hui, c'est en piteux état. Et à force de n'avoir pas entretenu, on va se retrouver avec des investissements majeurs et peut-être même insupportables. Donc là, le ministre Sébastien Lecornu a lancé les assises de l'eau. Les assises de la mobilité ont été lancées il y a quelques mois. Moi, je suis profondément girondin dans l'approche et je pense que, par exemple, pour tous ces sujets-là, notamment la route, qui, vous savez, je suis très attaché au sujet de la mobilité, il faut aller vers des recettes affectées, que le transport paie les transports. On pourrait tout à fait imaginer qu'une part de TICPE, mais on n'est pas nombreux à penser ça, aille financer la route. En tout cas, si c'est fléché aux intercommunalités, parce que là aussi, est-ce qu'il est judicieux de continuer à investir au niveau routier à l'échelle d'une commune ? On connaît tous les économies. Moi, je suis un fervent défenseur du bloc communal, mais je pense que l'intercommunalité doit être un outil au service des communes et notamment de la mutualisation. Typiquement, quand on passe un marché de voirie, si on le passe à l'échelle, alors la communauté de communes que je connais le mieux, c'est Médoc-Estuaire. À l'échelle de Médoc-Estuaire, ça sera beaucoup moins coûteux que si je le passe dans ma commune de Ludon de 5000 habitants. Voilà, donc là-dessus, je suis très lucide et je pense qu'il va falloir être innovant dans l'approche et être beaucoup plus girondin. Et en effet, qu'on ne nous impose pas une mesure qui sortirait de nulle part. Vous parlez des cloches sur les plats servis en cantine. J'aurais pu prendre le sujet de la vitesse limite à 80 km/h. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je ne vais pas m'épancher aujourd'hui. Moi, j'ai essayé d'offrir une porte de sortie en disant que j'étais pour uniquement là où il n'y a pas de marquage au sol, de façon justement à inciter les collectivités à investir sur le réseau routier. Parce que oui, aujourd'hui, quand on est maire, il est quand même plus aisé d'investir aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Parce qu'on a des taux via les DETR et tous les mécanismes, le TSIL, de soutien à l'investissement local assez importants. Conjugués à un taux d'emprunt extrêmement bas, je le dis, investissons. Surtout que Bercy n'est pas dupe. Ils savent ce que nos communes ont, excusez-moi, dans les poches. Ouais. Donc on a plutôt intérêt à investir avant qu'on nous pique cet argent. C'est pas parce qu'il n'y a plus de réserve parlementaire que le projet est mal financé. Et là aussi, les réserves parlementaires ont été supprimées parce qu'il y a eu un certain nombre d'abus. J'en avais bénéficié allègrement sur ma commune. Mais du reste, il y avait eu un peu de saupoudrage. Et donc le choix qui a été fait, c'est celui de doter le fonds de soutien à la vie associative et qui est géré de façon beaucoup plus impartiale, parce que les collaborateurs parlementaires ont autre chose à faire que gérer ce type de dossier avec le ministre de l'Intérieur pour donner ici et là 1 000 euros. Voilà, ça c'est mon avis.
en tout cas c'est ce qui a été voté dans le cadre donc, du projet de loi de finances et surtout dans le cadre de la... c'était nouvelle confiance en la moralisation de la vie politique, je crois, cet été. Voilà. Ensuite, par rapport à la TH, c'était la deuxième de vos questions, la taxe d'habitation. Moi, j'étais à la commission des finances à l'AMF. On a parlé de nombreuses années de la réforme de la taxe d'habitation, puisqu'on est sur des valeurs locatives, vous le savez, des années 70. Et le constat qu'on faisait avec Philippe Laurent et tout un tas de collègues maires qui siégeaient dans cette commission, c'est que c'était irréformable. Parce que les augmentations seraient telles que l'ensemble de nos concitoyens ne pourraient supporter une telle réforme. Donc le président de la République a fait une annonce donc, pendant la campagne présidentielle. C'est donc l'exonération pour 80% des concitoyens. Et récemment a annoncé qu'il irait au-delà puisque nous allons vers le 100%. Donc on va au-delà des promesses de campagne. Et là, forcément, le ministre du Budget se gratte la tête parce qu'on n'est plus sur cette exonération uniquement pour ces 80%, mais sur 100%. Donc là, je crois que sur ce sujet, il faut laisser travailler les services de Bercy. Les députés sont vigilants sur ce sujet. La réalité, c'est qu'il faut quand même arrêter toute spéculation malveillante. On a entendu que cet abattement pour 80% de nos concitoyens de la taxe d'habitation allait engendrer des baisses finalement de recettes pour les collectivités. Il n'en est rien. C'est de la fake news. Du dégrèvement, ça se fait déjà pour les logements sociaux, pour donc les populations les plus défavorisées. Donc ça déjà, il faut se sortir ça de l'idée parce que là, il y a quand même eu un certain nombre de collègues qui n'ont pas été responsables en lançant ce style de fake news et donc ces spéculations malveillantes. Donc aujourd'hui, moi, la seule voix que j'écoute, c'est celle du président de la République. Il nous dit quoi ? Il nous dira il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Donc il faudra faire des économies pour trouver l'argent ailleurs. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que nous venons de sortir de la procédure de déficit excessif, donc ça va nous donner un petit peu de souffle. Bon, en même temps, on va récupérer 47 milliards de dettes de la SNCF. Donc, bon, c'est 2020, là aussi les calculettes chauffent. La directrice générale du Trésor s'arrache les cheveux. Donc, bon, je fais confiance au service de Bercy. Donc, non, je ne suis pas béat, pour conclure. Je suis profondément girondin dans l'approche et je pousse dans ce sens. Alors, on va laisser travailler les services de Bercy sur la réforme de la TH, mais avec un peu de vigilance quand même, parce que c'est quand même un sujet important. Et effectivement, la taxe d'habitation, on va en parler, mais... Pardon ? Mais bien sûr, accompagné tout du moins. Donc, vous disiez la taxe d'habitation, donc effectivement, dans l'état actuel du texte, je le rappelle, elle est compensée, parce qu'effectivement, on a entendu beaucoup de choses. Dans la loi de finances, elle est compensée en totalité, le produit est compensé pour les collectivités locales. Je veux dire, ça, c'est presque acquis. La seule question est de savoir ce que va devenir effectivement ce produit de taxe d'habitation, comment il va être compensé dans les collectivités locales lorsqu'il va disparaître, et quelle va être la réforme, enfin le jeu de chaises musicales fiscales entre les différents niveaux. On va y revenir. Mais je voudrais quand même... Il y a les droits de mutation, hein, vous l'avez tous lu dans la presse. Moi, je pense que c'est une excellente piste. En tout cas, c'est plutôt la piste qui retient mon attention. Après, le débat est ouvert. Le débat reste ouvert. Et l'AMF sera consultée. Alors, on a parlé de mutualisation. Sylvain Guinaudy, je voudrais vous passer la parole parce que vous avez mis en place un certain nombre de choses sur votre territoire. Alors, on ne s'éloigne pas trop des sujets financiers puisque vous avez mis en place et vous avez contribué à ce chantier une commune nouvelle. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous dire deux mots. Avant ça, peut-être, même si vous n'êtes pas concerné directement, je reviens sur la contractualisation, au-delà du sujet de la contractualisation, mais sur le principe de cette contractualisation et de ce nouveau mécanisme et de relation entre l'État et les collectivités locales. Peut-être j'aimerais avoir votre avis sur le risque de l'élargissement du dispositif sur l'ensemble des collectivités. C'est le cas un peu en Italie. En Italie, je rappelle que le Parlement vote le taux d'évolution des budgets locaux et charge aux collectivités locales de s'y tenir. Et ensuite, peut-être parler de effectivement, la commune nouvelle que vous avez mise en place. Ce serait intéressant de nous dire, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans notre région, de nous dire comment ça s'est fait, ce que ça a permis quel levier ça a permis d'obtenir, vous avez réussi à obtenir.
Donc oui, deux mots sur la contractualisation. Alors, je suis bien mal placé parce que je ne suis pas concerné. Non, bien sûr. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait notre collègue à la mairie de Bordeaux. Il n'empêche que c'est un véritable sujet. Et c'est tellement un véritable sujet qu'en présentant la discussion d'orientation budgétaire au mois de novembre 2016 dans le Grand Cube Zaguet, je concluais par cette question, à savoir que sera demain peut-être la contractualisation pour une communauté de communes de 35 000 habitants. Je crois qu'il faut poser le sujet. On entendait notre collègue à la mairie de Bordeaux qui connaît bien le sujet, mais pour nos collègues qui sont dans l'assistance, il faut aller plus loin que la contractualisation. C'est quels étaient les enjeux et quels sont les enjeux, me semble-t-il. L'enjeu, je veux dire, de communication, et j'en suis désolé, il peut être noble. C'est la participation des collectivités territoriales à la réduction des déficits publics. Voilà. Ça, c'est comme ça nous a été vendu. C'est une réalité, effectivement. Quand on emprunte, on compte dans le déficit public. Notre collègue rappelait aussi qu'il faut de temps en temps enfoncer les portes ouvertes. Sur le fonctionnement, les collectivités ne sont pas autorisées à emprunter. Donc nous devons trouver les recettes pour compenser nos dépenses. Sur l'investissement, on a effectivement le droit de pouvoir emprunter. Et tous nos budgets sont votés à l'équilibre. Et j'allais dire, c'est de la gestion de bonnes pertes famille. Quand on emprunte sur l'investissement, il est l'équivalent de ce que vous faites quand vous empruntez pour acheter votre maison, votre voiture ou autre. Donc on ne fait pas du prêt à la consommation, en l'occurrence, dans nos collectivités. Donc on essaye d'être relativement sérieux. Et je trouve rarement un maire qui me dit « je suis en difficulté sur le fonctionnement et je vais présenter un compte administratif en déficit ». Et quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment dans une situation critique. C'est pas en tout cas la volonté des élus locaux. La volonté des élus locaux, c'est de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour pouvoir investir. Donc la présentation de la contractualisation, c'est participons à l'effort de réduction des finances publiques. La réalité, c'est pas tout à fait celle-là. La réalité, c'est de pouvoir augmenter nos capacités d'autofinancement et pour pouvoir arbitrer soit l'emprunt, soit le fonds de déroulement. Et c'est un parlementaire qui nous disait attention à nos excédents cumulés. Et quand on discutait, M. Valtou, vous me donniez le chiffre, c'est 55 milliards les excédents cumulés à l'échelle nationale. C'est l'équivalent de l'investissement des collectivités territoriales. Et il ne faudrait pas, mes chers collègues, que le gouvernement Macron nous fasse ce qui s'est passé avec les CCI, effectivement, nous fasse les poches. Donc le sujet de la contractualisation, c'est un sujet qui est de choix politique en la matière. Est-ce qu'on emprunte ou est-ce qu'on vient taper dans nos fonds de roulement? Et je crois que la question se pose légitimement. Et quand on la pose de façon très claire, on a matière à débattre. Pour aller jusqu'au bout et pour rebondir sur ce que nous entendions, en Gironde, parce que je connais peut-être un petit peu mieux la Gironde que l'Aquitaine, c'est 4 collectivités qui sont concernées. Donc je retire la région Aquitaine, donc si je ne dis pas de bêtises, Bordeaux, Bordeaux Métropole, la ville de Mérignac et le conseil départemental. On est sur une négociation qui est cousu main. Voilà, on a une discussion de l'État avec 4 collectivités territoriales, de belles collectivités territoriales qui sont organisées, qui sont staffées pour pouvoir mener ce type de discussion. Je m'interroge demain à la communauté des communes du Grand Cube Zaguet avec ses 35 000 habitants, son directeur général des services ultra compétent, mais il n'empêche. Et je me dis que si on démultiplie ça sur les 36 000 communes de France, plus le nombre d'intercommunalités, on n'est plus sur du cousu humain, on est sur du travail industriel. Donc la qualité du travail qui a été produit par la mairie de Bordeaux et par les autres sera sans doute pas le même. Donc on saura où 1,2 plus les autres critères, on tirera le trait et en avant marche, si j'ose dire, monsieur le député. Voilà, donc l'inquiétude, elle est réelle. Dans quel calendrier? J'en sais rien. Mais si au bout de 3 ans, ça a marché pour 319 collectivités en France, pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres? Donc je n'ai pas la réponse. En tout cas, le débat, il est ouvert et il mérite qu'il soit travaillé en toute connaissance de cause. Sur la commune nouvelle? Sur la commune nouvelle, alors. Alors oui, 2 mots sur la commune nouvelle. Vous aviez raison de dire, on a été la première commune nouvelle en Gironde. Donc 2 mots pour ne pas être très long. 3 communes qui ont fusionné pour créer une commune nouvelle de 3500 habitants aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire que la commune nouvelle, c'est le schéma de mutualisation porté à l'extrême. Voilà. Là, le législateur, il a été clair. On met tout en commun, on pose tout sur la table et on fait. Alors on fait avec un petit peu de temps. Et même si je vais peut-être vous secouer en disant ça, j'entendais nos collègues qui disaient « Ah oui, mais les baisses de dotation de l'État, ça a été compliqué. » C'est vrai, ça a été compliqué. Moi, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas été touché. On a créé une commune nouvelle au 1er janvier 2016.
le législateur avait, et entre autres de la part des sénateurs, avait bien préparé les choses puisqu'il a gelé les baisses de dotation d'État, donc nous n'avons pas été concernés. Mais je me dis qu'on a été pas beaucoup de communes nouvelles en Gironde, et je salue le président de l'AMG, je crois qu'on est 2-3 communes nouvelles aujourd'hui. Ça prouve que des gens ont su faire, passez-moi l'expression, sans la carotte, puisque c'était le cas, sans la carotte. Il n'empêche qu'il ne fallait pas faire ça pour la carotte, il fallait le faire pour avoir une véritable stratégie de territoire à double échelle, c'est-à-dire de pouvoir porter des investissements à l'échelle d'une commune de 3500 habitants, c'est ce qu'on a souhaité faire. Et puis, on fait aussi un petit peu de politique pour pouvoir peser au sein de l'intercommunalité. Il n'empêche qu'au bout de 2 ans, comment ça se traduit ? Ça se traduit par des chiffres simples. Alors, il faut toujours relativiser les chiffres parce que quand on fait de la mutualisation, on tend vers un asymptote. C'est-à-dire que quand on renégocie des contrats d'assurance, quand on renégocie des marchés, etc., on les renégocie qu'une seule fois. Une fois qu'on a mis tout à plat, on est arrivé au bout du bout. Mais quand je regarde notre capacité d'autofinancement entre 2015, qui était celle des communes fondatrices, et celle du compte administratif 2017, c'est plus 40% de capacité d'autofinancement. On est passé de 326 000 à 451 000 euros de capacité d'autofinancement. Donc ça a du sens financier, bien évidemment, mais ça n'a pas du sens que financier. Ça a aussi du sens en termes de compétences, en termes d'encadrement, en termes de montée en compétences. Il n'empêche que ça ne doit pas être une fin en soi, ça posera peut-être le reste de la discussion, ça doit être aussi un moyen de pouvoir structurer, pour moi, l'intercommunalité. J'ai toujours pensé que nous devions atteindre des tailles critiques, et je crois que l'intercommunalité doit atteindre des tailles critiques que chaque intercommunalité devrait pouvoir choisir, et pas de ce que l'on a connu qui nous a été imposé dans le cadre de la loi NOTRe. Les communes doivent atteindre des tailles critiques, et le bloc communal, EPCI, communes, doivent travailler dans le même état d'esprit, que ce soit sur son organisation ou dans leur cadre de leur négociation de fiscalité, mais on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur le pacte fiscal qui a été fait entre les communes du Grand Cubzaguais et le Cubzaguais. Voilà, alors très rapidement ce que je voulais vous dire sur la commune nouvelle. Alors les communes nouvelles, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, puisqu'il n'y a plus de possibilité de création de communes nouvelles jusqu'au scrutin municipal. Enfin, jusqu'au 1er, il faut que les communes nouvelles soient créées avant le 1er janvier 2019, puisque la carte électorale ne peut pas être modifiée 1 an avant les élections municipales. Mais je sais, parce qu'on est sollicité, qu'il y a quelques projets en Gironde qui pourraient émerger d'ici là. Mais c'est un véritable sujet. Ce n'est pas un sujet simple, hein, la commune nouvelle. C'est un sujet de partenariat, c'est un sujet d'échange, c'est un sujet de construction sur lequel il faut prendre son temps et il faut aussi prendre le temps de pouvoir l'expliquer à nos habitants. C'est aussi la garantie de la vie de nos communes. Alors, je pose régulièrement le débat. Est-ce qu'à 80, il n'y en a pas beaucoup en Gironde, ou à 50 habitants, on a encore matière à faire des choses ? Pour moi, la commune est importante, mais il faut tendre vers une taille critique sur laquelle on peut dégager des moyens pour faire, parce que c'est sur ça qu'on est attendu, c'est sur le faire et sur l'accompagnement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'avoir un peu de compassion pour les établissements prêteurs qui vous accompagnent, dont 2 sont représentés ici. Donc, je voulais vous poser la question je reviens sur cette histoire de contractualisation et donc cette réduction des déficits qui est l'objectif de ce sujet. Est-ce que pour vous, vous le vivez comme une aubaine parce que ça va améliorer mécaniquement la situation ou la signature de vos contreparties clientes ? Ou est-ce que, malgré tout, vous le vivez comme un risque de voir le marché du financement se réduire, du coup ? Bonne question. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière, puisque nous, Pas trop quand même, hein ? Non, pas trop. Au début de la vague de 3 ans de baisse massive et unilatérale des dotations de l'État, c'est le moment où les élus ont créé l'agence France Locale, et je remercie... ça, c'était pas ma question. Hein. Nicolas Florian qui a participé très largement à cette période-là. Et donc, on est né à un moment où les élus sur toutes les tribunes déclaraient, de François Baroin à tous les autres, déclaraient que les choses étaient insoutenables et que toutes les communes allaient dans le mur. On a parlé de faillite, de dépôt de bilan, même, ce qui techniquement et juridiquement, on en conviendra tous, n'a pas de sens. Mais on était dans
nous, dans une schizophrénie avec nos élus qui décidaient de créer une banque qui mettait en avant la qualité du risque des collectivités locales et qui en même temps disaient qu'ils étaient incapables de faire face. Bon, ça c'est la première période. Et en fait, on a une analyse qui est pas en agrégé, mais qui est une analyse de toutes les collectivités individuellement, et on corrobore bien les éléments qu'on a pu commenter avec Madame Martel, c'est-à-dire que 2015 est une amélioration véritable de la situation, une stabilisation en 2016, parce que effectivement les recettes ont plus progressé en 2015 qu'en 2016, mais on a une force de réaction des collectivités locales collectivement qui a été extrêmement éclairante et démonstrative. Donc à la limite, je dirais le plus dur effet dans l'image que les collectivités locales ont donnée à l'extérieur lorsqu'on analyse le risque que vous représentez. Donc ce risque, il a été, je dirais, stressé dans la période précédente. Et donc la contractualisation, on rajoute peut-être un étage de sécurité, de confort dans le dialogue, etc. Mais les collectivités, ont déjà fait leurs preuves. Donc là-dessus, les choses vont peut-être encore s'améliorer en termes d'image. On s'attend à ce que, à côté de l'amélioration de la qualité de crédit de l'État français, celui des collectivités locales suive le mouvement et s'améliore également d'ici 1 ou 2 ans. Donc on est dans un contexte qui est extrêmement positif de ce point de vue-là. Et ça, pour nous, qui ne faisons que agréger vous tous, c'est effectivement extrêmement important. Sur le deuxième point, c'est de dire, bon, est-ce que le lien est évident entre cette amélioration de l'autofinancement et la baisse de l'endettement? Nous, on ne fait que de servir les besoins de financement. Mais fondamentalement, notre philosophie et notre raison d'être, c'est pas d'emprunt. Techniquement, on lève des fonds et on vous les prête, mais fondamentalement, c'est de favoriser l'investissement. Donc ce qui compte avant tout pour nous, c'est que l'investissement ne soit pas stoppé comme il a pu l'être un peu brutalement, pas tellement parce que les ressources n'étaient plus là pour investir, mais parce qu'il y avait une inconnue et une crainte extrêmement forte. C'est pour ça que ce qui est peut-être le plus appréciable dans ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement d'avoir un peu plus de sérénité sur la prévisibilité des choses. Et donc moi je me souviens d'un commentaire au lancement de l'agence d'un grand banquier, je peux le citer, parce que c'était le numéro 2 de la Banque européenne d'investissement, donc on débattait du sujet, il disait « Ne vous inquiétez pas sur la dégradation du système, parce que les collectivités, vous allez voir, elles vont réagir, c'est ce qui s'est passé. Mais inquiétez-vous de cette phase d'incertitude qui bloque les décisions. » Et donc ce que j'espère aujourd'hui, mais c'est à chacun de le dire, c'est que le contexte est peut-être plus favorable à ne pas avoir trop de crainte et à lancer les choses. Bon, en même temps, il y a aussi le cycle du mandat. On est quand même dans un mandat qui se termine avec des choses qui sont lancées, qui vont devoir se faire. Donc l'emprunt, il est là. Et enfin, pour terminer, pour ne pas être trop long, moi je ne suis pas certain que l'amélioration de l'autofinancement, même si c'est ce qui est dans la loi de programmation, doive mécaniquement amener à une baisse de l'endettement. D'ailleurs, ce n'est pas contraignant. Les 1,2%, ils sont contraignants. La capacité des endettements, c'est une trajectoire. Et je ne suis pas certain que sur un certain nombre d'investissements, l'emprunt et l'étalement de la charge sur une génération, voire plus, ne soit pas une idée à retenir. On n'est pas nécessairement obligé de tout financer, parce que qu'est-ce qui va se passer, à mon sens, si on pousse trop la démarche, c'est que les contribuables vont exiger une baisse de la fiscalité, justement, pour retrouver cette logique de répartition dans le temps de la charge des investissements. Donc, tout ça pour dire que l'emprunt, par ailleurs, les collectivités structurellement, c'est la mécanique, sont endettées, elles amortissent 15 milliards d'euros par an. Donc si l'emprunt annuel n'est que de 15 milliards ou un peu moins parce qu'on se désendette, de toute façon, il y a encore un sujet, à mon sens, de pouvoir continuer à emprunter auprès de l'Agence France Locale ou de la Banque Postale. Alors juste avant de passer la parole à Jean-Charles, sur la situation des collectivités, donc me voilà rassuré, donc je reprends ma compassion. Sur la situation des collectivités locales, juste pour donner quelques chiffres, parce que, et je demanderai à Jean-Charles Lang, puisque la note de conjoncture de la Banque Postale a été présentée ces jours-ci, de vous donner quelques éléments. Mais effectivement, on est en tendance, donc on nous annonce, Jean-Charles Lang va certainement le confirmer, donc un niveau d'épargne brute d'autofinancement record, dans une phase
où beaucoup se plaignent de la situation très difficile et des nuages qui s'amoncellent, puisque c'est l'expression qu'on entend souvent. Un niveau d'endettement qui est effectivement contenu, c'est Philippe Rogier le précisait. Donc, et puis, donc, ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, vous faisiez référence aux échanges que nous avions eus avant cet entretien. On a une situation d'excédent de trésorerie des collectivités locales qu'il faut avoir en tête, qui est de 55 milliards d'euros. 55 milliards d'euros, c'est 1 an et demi et peut-être bientôt 2 années d'investissement des collectivités locales. C'est sensiblement plus que les 10 milliards qu'on cherche partout pour jointer ce qui risque de manquer pour la taxe d'habitation, etc., etc. Donc on est quand même dans un climat où, alors peut-être faut-il continuer à emprunter, mais peut-être pas pour faire ce qu'ont fait beaucoup les communes, parce que nous on regarde aussi les chiffres consolidés nationaux, et on se rend compte que depuis 10 ans, les communes collectivement ont emprunté 10 milliards d'euros de plus pour générer 10 milliards d'euros d'excédent budgétaire de plus. Bon, donc on est dans un... Alors c'est macro, c'est évidemment, on ne parle pas de situation individuelle, mais on a un système qui est qui est très excédentaire et qui peut devenir, et c'est un peu là-dessus que je voudrais vous amener, qui peut peut-être devenir un petit peu un risque, finalement, de voir l'État continuer à venir alors vous faire les poches d'une façon ou d'une autre, par des baisses de compensation ou des baisses de dotation, ou peut-être même par des prélèvements sur fonds de roulement, comme on l'a vu sur les chambres de commerce et autres. Alors peut-être, pour compléter ce que je viens de dire, Jean-Charles Laure, peut-être vous pouvez dire 2 mots sur la note de conjoncture que vous avez présentée et sur la reprise de l'investissement qui a été évoquée tout à l'heure, mais qui, si j'ai bien compris, est assez timide. Oui, je vais dire 2 mots sur la note de conjoncture, mais avant, je suis content qu'avec Philippe Rogier, on ait les mêmes analyses. Juste un mot sur la contractualisation, hein, pour finir, je vais être très rapide, mais effectivement, c'est surtout au moment de la baisse des dotations qu'on avait, en tant que banquier, un regard un petit peu inquiet, en tant que citoyen curieux de savoir ce qui allait se passer. Et force est de constater qu'après plus de 10 milliards de baisse de dotation, les collectivités se sont quand même extrêmement bien adaptées et ont été très agiles malgré ce qu'on peut en dire. Dans l'aspect de la contractualisation, il y a peut-être un point sur lequel je veux insister, et un des aspects positifs de cette contractualisation, c'est la nécessité que vont avoir les collectivités locales à planifier, à anticiper leurs investissements. On trouve encore insuffisamment, à mon goût, de collectivités qui travaillent financièrement en prospectif, avec souvent, oui, mais on ne connaît pas les réformes à venir, donc ça ne sert à rien de travailler en prospectif. Or, c'est, à mon sens, essentiel, même si on ne connaît pas l'avenir, ça permet de tracer une route. Et dans le cadre de la contractualisation, ça va être essentiel. Dans les investissements qui sont réalisés par les collectivités locales, on a plusieurs types d'investissements. On a des investissements qui vont générer des coûts de fonctionnement et donc qui vont impacter directement sur le taux de contractualisation. Si je fais une piscine ou une crèche, je vais générer des coûts de fonctionnement. On a, c'est ce que disait le député Simian, des dépenses d'investissement qui, eux, ne génèrent pas a priori ou très peu de coûts de fonctionnement, et notamment, je pense, aux travaux routiers. Et puis après, on a aussi des dépenses d'investissement qui, aujourd'hui, peuvent générer des économies de fonctionnement. Et je pense à tous les travaux bâtimentaires, énergétiques, de mise en conformité des bâtiments. Donc, à travers ces différents types d'investissements qui vont avoir un réel impact sur le fonctionnement, la capacité et la qualité que vont avoir les collectivités locales à les planifier dans le temps, à les prévoir, va être essentielle, à mon sens, dans la démarche de contractualisation. Sur les aspects de note de conjoncture, alors moi, la note de conjoncture donc, de la Banque Postale a été présentée la semaine dernière à la presse, et vous pouvez la retrouver sur notre site. Alors juste, vu que tout le monde l'a déjà lu, est-ce que vous pouvez juste zoomer sur les principaux éléments, hein? Je vais faire très rapide. On est là sur puisqu'ont été rappelés les chiffres jusqu'à 2017, on est là plutôt sur les tendances 2018. Les tendances 2018 aujourd'hui que nous on extrait, ça serait des évolutions de dépenses de fonctionnement, toutes collectivités confondues, à 0,9%. Ça veut dire qu'on est même en deçà des 1,2 de contractualisation. Donc on peut baisser le seuil, hein, alors. Tiré particulièrement par des frais de personnel qui, en tendance, pourraient n'évoluer en 2018 que de 0,8%.
Sur les recettes de fonctionnement, dans la continuité de ce qui était le cas en 2017, on a des recettes de fonctionnement quand même plutôt dynamiques qui évoluent de 1,6, donc au-dessus des dépenses de fonctionnement, et là tiré par un dynamisme des bases fiscales sans forcément utiliser le levier fiscal sur les taux. Et donc tout ça, on en est toujours sur les mêmes choses. On arrive à quoi avec des dépenses qui évoluent moins vite que des recettes? Un niveau d'épargne qui augmente. Et on évalue fin 2018 à un niveau d'épargne brute des collectivités locales qui pourrait augmenter de l'ordre de 5% et atteindre 44 milliards d'euros, un niveau d'épargne que les collectivités locales n'ont jamais atteint. Donc, est-ce que les collectivités locales ont la capacité à investir? A priori, dans la note de conjoncture qu'on vient de sortir, tout permet de répondre oui. L'impact sur l'investissement, je pense qu'on est effectivement dans une reprise de l'investissement. Il y a eu, au moment de la baisse des dotations, un arrêt brutal. Ça a été la première mesure défensive des collectivités locales de stopper de façon assez nette les investissements. Depuis 2 ans, on a une reprise de l'investissement. On évalue sur 2018 à plus 6% par rapport à ce qu'on a eu en 2017. Et 2017 avait fait déjà à peu près 5% de plus que 2016 pour un investissement sur 2018 qui devrait s'établir aux alentours des 53 milliards. Il n'empêche, comme on le disait, qu'à date, par rapport au mandat précédent, on serait quand même dans un débours à peu près de 14 milliards d'investissement sur ce mandat par rapport au précédent. Et juste un petit point, puisque vous l'aviez évoqué auparavant, et c'est très vrai, ça a été repris plusieurs fois, on parlait de 55 milliards d'encours de trésorerie des collectivités locales au Trésor. On est sur une évolution depuis 3 ans de plus 14 à 15 milliards. Donc le dépôt des collectivités au Trésor s'est encore amplifié sur les 3 dernières années. On l'a redit, ça a été dit, beaucoup d'incertitudes ont fait que les collectivités n'osaient pas se lancer dans des investissements. Je crois que le président de la République l'a redit plusieurs fois qu'une de ses volontés, c'était de fixer les éléments en début de mandat et de ne pas y revenir par la suite, justement pour donner cette visibilité. Et on est convaincu qu'on va être tendanciellement sur une reprise de l'investissement si effectivement on a cette lisibilité et au regard des capacités qu'ont les collectivités aujourd'hui. Avec juste un dernier petit mot, parce que peut-être tout le monde ne se retrouve pas dans la salle, dans les éléments qui ont été donnés, c'est quand même, on peut noter une très forte hétérogénéité dans les situations financières des collectivités locales. Si je peux, parce que tout à l'heure on parlait de béatitude, là on est carrément dans l'angélisme, hein, monsieur. Je veux dire, j'entends ce que vous dites, que tout va très bien, Madame la mariée, que les frais de personnel, ça sera pas plus de, enfin c'est même pas le GVT. Enfin, alors c'est bien d'avoir, moi je loue tout à fait la qualité de vos notes de conjoncture. Mais à force d'avoir une vision trop macro économique ou financière, on oublie de regarder ce qui peut être aussi une vraie réalité. Alors certes, on crie peut-être avant d'avoir mal, mais enfin, si aujourd'hui on est en capacité de réinvestir, ça ne s'est pas fait naturellement comme ça, parce que la situation économique redémarrait. Nous, on n'est pas indexé sur la croissance. Si ça va un peu mieux, si on peut de nouveau investir, c'est parce qu'on a serré les boulons. Voilà. Donc ça, ce n'est pas la volonté des gouvernants, c'est nous qui l'avons appliqué. Enfin, si ça a été la volonté de nous serrer les vis, mais c'est nous qui l'avons appliqué. La capacité d'investissement, là, pareil, parce que je ne voudrais pas non plus être à l'inverse, dans une situation où, plus tard, l'État nous dit, bon, après tout, on va remettre un coup de rabot. Hein. Si tout va si bien, ça s'est bien passé une première fois, regardez, c'est des gens volontaires, optimistes, on va en remettre une seconde douche. Non. Donc là-dessus, moi, je suis quand même moins idéaliste que le discours que vous venez de tenir. Et certes, si sur la masse, on peut avoir des ratios qui sont plutôt rassurants, il faut quand même se rappeler d'où on arrive, et aussi des circonstances conjoncturelles et pas structurelles. Moi, j'ai mis en place les autorisations de paiement, crédit de paiement sur la ville de Bordeaux.
Ben ça, c'est par exemple un outil qui nous, effectivement, facialement, pendant 1 ou 2 ans, on peut avoir des crédits de paiement qui baissent. Et du coup, en fin de mandat, parce que les projets, tout le monde sait ici, en tout cas ceux qui ont des responsabilités, que quand il faut construire une école ou une crèche, c'est pas 1 an, c'est pas 18 mois, c'est 3-4 ans. Donc on a des pics d'investissement, on a des creux, mais c'est aussi parce que nous gérons nos finances dans cet objectif. Moi, j'entends aussi dire oui, bah, les élus, il faut qu'ils aient la prospective, il faut qu'ils anticipent. On fait que ça. On fait que ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas là que pour inaugurer les chrysanthèmes et aller serrer les louches sur les marchés. Enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre. Donc, toutes les communes aujourd'hui sont accompagnées, d'ailleurs. Si elles ne le sont pas, elles vont chercher des assistances à maîtrise d'ouvrage, où quand même on se renseigne sur l'évolution de notre population, sur l'analyse des besoins sociaux. Donc les anticipations, on les a. On les a. Voilà. Donc je suis peut-être un peu... Bon, voilà. Mais parce qu'à un moment ou à un autre, il y a des là, le discours et la réalité quotidienne qui est peut-être un peu plus dure. Hein. Juste par rapport à ça, je pense qu'on est d'accord sur le fond. Quand on parle des dépenses de personnel, ce que je disais, c'est qu'on a vu à la baisse des dotations des collectivités qui, dans un premier temps, ont surtout stoppé leur investissement et puis ont mis en place ont travaillé sur le fonctionnement qui porte ses fruits, pas immédiatement, mais un petit peu dans la durée. Et c'est aujourd'hui, je pense, qu'on tire profit des démarches qui ont été faites sur les frais de personnel dès la baisse des dotations et qui portent ses fruits aujourd'hui. Quand je parle de prospective, et que je parlais de prospective financière, je ne pensais pas, pour tout vous dire, à la ville de Bordeaux. Mais on travaille et on finance toutes les collectivités, des plus petites jusqu'aux plus grosses, et je peux vous assurer que aujourd'hui, il y a des différences notables par rapport à la capacité qu'ont certaines collectivités à se projeter par rapport aux investissements qu'elles réalisent. Donc, je connais le travail effectivement de la ville de Bordeaux sur ces sujets-là, et c'est pas à des villes de cette taille, je pensais, mais beaucoup de collectivités, par manque de moyens, ont du mal à pouvoir réaliser des prospectives financières. Bon. Et en même temps, quand on investit sur les isolations ou autres, les mesures de transition énergétique, derrière, ça augmente les capacités d'autofinancement des communes. En plus, c'est soutenu par le TSIL. Enfin, tout ça est vertueux. Moi, je posais une question comme ça en off là, qui va intéresser beaucoup de maires. Typiquement, aujourd'hui, le meilleur taux, c'est combien? En plus, on a 2 banquiers à la table, donc faut profiter là. On me dit 1,25 sur 15 ans. D'accord. Non, tout ça pour dire qu'il faut investir. Et c'est vrai qu'on est tenté d'avoir recours, même si on a un autofinancement important, d'avoir recours à l'emprunt compte tenu des taux et de l'annonce de l'augmentation des taux dans les mois à venir. Oui, c'est ce que je voulais rajouter sur l'étalement sur les générations de l'investissement et de sa charge. Il y a aussi un contexte qui est particulier, qui dure maintenant depuis un moment, mais en tout cas il est ce qu'il est, c'est que le niveau des taux d'intérêt à long terme, à très long terme, est historiquement très bas. Donc c'est aussi un facteur purement économique, mais qui milite sur l'emprunt. On peut le vivre chacun en tant qu'emprunteur, et les collectivités, elles sont à la même enseigne et elles doivent se poser cette question-là aussi. On va peut-être dire un mot, parce que je vois l'heure qui tourne, sur la taxe d'habitation. Je pense que c'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure par Benoît Simion. Donc, pour rappeler quand même le mécanisme, la taxe d'habitation, c'est effectivement réformé, je vous le disais, pour le moment, avec une montée en puissance jusqu'en 2020. La question, c'est plutôt, effectivement, si 100% de la taxe disparaît à horizon 2020, comment est-ce que l'on compense la recette pour les collectivités locales? Donc, c'est tous les débats du moment. Est-ce que cette réforme se fait alors comme le propose le rapport Richard Burr, par un transfert du foncier bâti départemental au socle communal, avec une répartition qui reste à définir entre les communes et l'intercommunalité? Et ça pose la question du coup de la pérennité du département, des ressources du département, même si peut-être que si des ressources nationales étaient transférées,
et je vous poserai la question de savoir effectivement lesquels ou quelle nature, mais si la CSG venait financer les départements qui eux-mêmes ont des dépenses sociales, ce ne serait pas complètement absurde. Mais la question est de savoir si effectivement on transfère, on enlève du pouvoir de taux du foncier bâti du département au socle communal, et quand on transfère des impôts nationaux, effectivement, à la fois on ne transfère pas de pouvoir de taux, et puis d'autre part on décorrèle un peu la dynamique de la ressource avec la dynamique du territoire. Alors j'ai peut-être une question à poser. Donc, alors je vais peut-être commencer par Benoît Simion sur le mécanisme. Donc il y a des débats sur ce transfert. Ça pose des questions. Ça pose des questions d'autonomie fiscale. Ça pose des questions effectivement de dynamique fiscale. Est-ce que vous avez, vous, étant membre de la commission des finances à l'Assemblée, des éléments à nous donner? Alors, c'est vrai qu'on est peu d'anciens maires dans la majorité, donc forcément, j'ai un œil sur ces sujets-là, avec quelques collègues maires. Il y a plusieurs scénarios. Ce qui est dit dans la presse, il y a quand même beaucoup de, de fake news. Il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Personne aujourd'hui ne connaît quelle piste sera choisie. Il y a le rapport Richard Burr, en effet, ces derniers jours, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc je me garderai bien de tout pronostic aujourd'hui. Néanmoins, je fais le vœu que nous soyons assez girondins dans l'approche, que nous donnions de l'autonomie fiscale aux collectivités. Pour ce qui est de la région, par exemple, moi j'ai une idée comme ça qui me vient à l'esprit, c'est mettre en place alors je ne vais pas dire écotaxe, mais une région transit, puisqu'on est dans une zone de transit pour les poids lourds, qui permettrait de donner de l'autonomie fiscale à la région Nouvelle-Aquitaine, et donc du coup d'être beaucoup moins dépendante des dotations de l'État. Donc on pourrait typiquement appliquer ce genre de dispositif pour les intercos. Je parlais tout à l'heure de reverser une part de la TICPE, comme la TICPE s'est envolée pour les raisons que l'on connaît, parce qu'on souhaite mettre le paquet sur les modes propres, notamment les véhicules électriques. Et puis, par rapport aux particules fines, il y a le choix de l'essence qui a été fait au détriment du diesel. Donc c'est une piste aussi, moi, que je pousse. Et puis enfin, la meilleure des solutions, c'est les économies. Moi, je me souviens à l'époque, on avait parlé du conseiller territorial. Finalement, je vais le dire, je le dis, hein, c'était une bonne réforme. Est-ce qu'on a besoin d'élus locaux pour gérer du RSA et voilà. Mais là, je suis un peu trop, je m'avance un peu trop, et ça n'engage que moi. Mais je me garderai vraiment de tout pronostic, parce que personne ne connaît l'issue. En tout cas, le président de la République a clairement fixé la doctrine. La doctrine, c'est pas de nouvelles taxes. Et l'objectif majeur, c'est donner plus de pouvoir d'achat aux concitoyens. Donc ça se fera avec de nouveaux économies. Et puis, j'en profite parce que tout à l'heure, sur la précédente question, on n'a pas abordé un outil, mais quand je siégeais à l'Association des maires de la Gironde, avec le président César que je vois, il nous avait missionné d'une formidable mission. C'est un outil de pilotage et de prospective qui est à disposition des maires, justement, par rapport aux investissements, les conséquences sur les dépenses de fonctionnement. Cet outil a été déployé par l'AMG, il est au service des maires, et je sais également que la DGFiP fournit cette aide à la décision. Donc tout ça, c'est précieux dans la conduite de l'affaire d'une commune, mais vous le savez quand on rencontre les receveurs. Juste pour aller plus loin et faire le lien avec les propos précédents sur la situation des collectivités de la trésorerie, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que vous dites effectivement on sait que ça va être compensé, en tout cas le jour de la réforme. La question est de savoir combien de temps ça durera. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, compte tenu des excédents dont disposent les collectivités locales, s'ils se poursuivent? Jean-Charles Laure disait que ça a augmenté de 15 milliards d'euros en quelques années, ça a augmenté de 25 milliards d'euros en 6 ans. Donc on est sur des choses qui sont assez ahurissantes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si cette situation perdure, que l'État soit tenté? Je veux dire, chut, ne le dites pas trop fort. Non, mais j'ai bien noté 55 milliards. Moi j'invite tout le monde à investir fortement, voilà, sur notamment, je disais, les réseaux. En plus, ça, c'est pas générateur de dépenses de fonctionnement derrière. Au contraire, ou quand on investit sur l'isolation d'un bâtiment communal, c'est générateur de plus d'autofinancement. Donc, mais vraiment, sur ces 2 prochaines années, ça veut dire qu'il faut investir, parce qu'en effet,
les 4 dernières années, on a tellement eu ces baisses de dotation que c'était extrêmement anxiogène et qu'on avait plutôt tendance à thésauriser, quoi. Donc là, pour le coup, il faut y aller. On a une trajectoire claire. Le deal, c'est de laisser les communes tranquilles et la contractualisation de façon à avoir une trajectoire claire. Donc il faut y aller, en effet, parce que ça, il ne faut pas le chuchoter trop fort, le murmurer trop fort. Hein. Oui, mais et en même temps, c'est compliqué de faire croire à son banquier qui est dans cette salle, qui est à la fois celui qui tient vos comptes et celui qui tient votre comptabilité, que vous êtes en difficulté financière. Vous vouliez réagir? Oui. Oui, je voulais réagir parce que je suis gêné dans ce que je viens d'entendre. Et, le député disait, moi j'ai confiance en Bercy. Moi. Mais bon, c'est un avis très personnel. Mais je suis gêné. C'est que Bercy, ils sont assez jacobins. D'accord. Donc moi, ça tombe bien, je suis très girondin. Et à écouter le député, j'étais rassuré parce que c'était un ancien maire. Donc je dis, on va être compris. Sauf que je suis inquiet, comme le sont mes collègues. Sur la taxe d'habitation, on n'amène pas de réponse. On est quand même bientôt au mois de juin. On a tous voté nos budgets. Moi, je fais confiance sur la compensation. On va rien perdre. Allez, acte. On va rien perdre. Je me pose la question sur la dynamique quand même. Enfin, dans tout ce que je lis, c'est la compensation sur les taux votés en 2016. D'accord ? Moi, je suis maire délégué d'une commune nouvelle qui a fait le pari de faire le taux moyen pondéré sur 10 ans. Donc, il va y avoir des habitants qui vont voir leur taux baisser, pour certains, d'autres augmenter. Voilà, c'est une règle traditionnelle. On l'a connue dans les EPCI. Mais aujourd'hui, le système, on ne l'a pas quand même. On ne répond pas à nos questions. On a une première, je l'ai vu, le transfert du foncier bâti du département vers les collectivités, peut-être au prorata de la taxe d'habitation qu'on avait déjà, etc. Enfin, c'est quand même un coup d'épée dans l'indépendance des collectivités. Si demain on vote plus l'impôt, c'est-à-dire qu'on n'est plus maître de notre dynamique territoriale, enfin, à un moment donné, il faut répondre aux maires. Je ne suis pas en train de dire on va tout arrêter, il faut nous amener des réponses. Malveillantes. Non, mais je pose des questions. Non, mais sur les taux, par exemple, par rapport au foncier, il n'y a pas de sujet. Là, c'est une promesse de campagne pour plus de pouvoir d'achat. C'est donc la suppression pour 80% de nos concitoyens de la taxe d'habitation. Et là, en l'occurrence, depuis quelques mois, 100%. Donc, une fois que cette consigne a été donnée par le président de la République, le ministre du Budget doit trouver une solution sans créer de nouvel impôt. C'est-à-dire, il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, il y a tout un tas de recettes qui affectent le budget général de l'État. Donc on peut tout à fait imaginer un nouveau fléchage, et c'est ce qui est en train d'être pensé par les services de Bercy. Après, je me garderai bien de vous donner la solution aujourd'hui, puisqu'on a 2 ans pour la trouver. Et pendant 2 ans, il y a un engagement fort qui est 100% en effet de compensation, de dégrèvement. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il faut pas quand même créer de malaise là où il n'y en a pas, quoi. Alors, il y a quand même une question sur là, je me tourne vers Nicolas Florian. Mais justement, je voulais vous poser une question toujours sur la réforme de l'ATH, parce qu'on parle certes de compenser les recettes. On sait quelle est la dynamique du territoire de votre ville, de Bordeaux, donc avec une population qui augmente de 15 000 habitants sur par 3 500 habitants par an sur la ville et un peu plus de 10 000 sur l'agglo. Un peu plus de 10 000 sur l'agglo. Donc ça veut dire que si on vous transforme une ressource de taxe d'habitation en TVA, je ne suis pas sûr que ça vous donne une dynamique tout à fait identique à celle qui serait représentative de territoire. Donc ça pose aussi cette question-là. D'ailleurs, ça me permet de préciser qu'au-delà de la politique des taux, ce qui a permis aussi à des territoires comme Bordeaux de pouvoir encaisser le choc, le moment venu, enfin, ou le moment passé, c'est parce qu'on a des bases qui augmentent et que la dynamique physique, l'augmentation physique des bases est importante. Et que c'est croisé avec les droits de mutation. Tout à l'heure, Benoît en parlait. Après, les droits de mutation, ils augmentent dans les secteurs qui sont en dynamisme. Il y a eu des périodes où ça pouvait baisser. Sur la réforme de la taxe d'habitation, je vais vous faire une confidence. Déjà, par nature, moi, je ne vais pas réfléchir à la création de nouvel impôt. Voilà, par nature, je m'interdis de donner des idées à ceux qui sont aux affaires pour inventer un nouvel impôt. Voilà, je les aime bien, mais ils vont se démerder tout seuls. À un moment ou à un autre, moi je suis pour le respect de l'autonomie de la volonté. Dès lors que quelqu'un décide, il assume. Moi je n'ai pas d'obstruction idéologique par rapport à la suppression ou la non-suppression de la taxe d'habitation.
pour le contribuable, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Moi, je n'ai pas croisé un seul habitant à Bordeaux qui me dise « Putain, on ne va plus payer la taxe d'habitation, c'est un scandale. » Bon, les gens, ils sont plutôt contents. Enfin, je veux dire, bon, il restait les 20% qui continuent à payer, qui, eux, bon, du coup, retrouvent le sourire. Donc, bon, les gens sont plutôt contents. Et c'est normal. Bon. Par contre, là où j'attends, moi, l'État, et c'est là où je fais moins confiance à Bercy, il n'y a même pas à saisir Bercy. L'État nous dit « Je supprime », mais après qu'il fasse le nécessaire pour trouver ou lui ses propres économies ou ses nouvelles recettes, mais c'est pas lui qui a le beau rôle en disant je supprime et après nous proposer une réforme de la fiscalité locale qui sera assumée par qui? Par les élus locaux, hein. Qui c'est qui va présenter ça? Bon. Donc là-dessus, moi je suis quand même très inquiet entre guillemets de l'évolution. Et par ailleurs, moi, ça fait 20 ans que j'occupe des mandats. Ça fait 20 ans que j'entends parler de la réforme de la fiscalité locale. Hein. Bon. Et là, pareil, tout le monde. Hein, ça a été l'abandon de la part salaire sur la taxe d'habitation. Ça, c'est de X-Roscan. Sarko, lui, ça a été carrément l'abandon de la taxe professionnelle. Abandon de la part salariale sur la taxe professionnelle. Après, abandon complètement de la taxe professionnelle. La vignette qui a disparu. Alors ça, c'est un impôt indirect pour les départements, avec Jospin, tant que je me souvienne. Enfin, bon, tout ça. Bon. Donc, où on refait une vraie réforme de la fiscalité locale, mais en ne la motivant pas par le seul fait qu'après une décision plutôt populaire de l'État de la suppression, on ouvre un chantier, donc ils assument. S'ils considèrent que les 26 milliards en question ou 24 milliards en question, ils peuvent le faire, mais que l'État fasse des économies sur ses propres politiques, sur ses propres budgets, et qu'on reste, et ça, là aussi, c'est quand même une nouveauté par rapport au avant, on compensait, et d'ailleurs, il y avait une décroissance dans la compensation, là au moins, c'est clean, c'est du dégrèvement. Je veux dire là-dessus, rien à dire. C'est dégrévé. Bon, le seul truc, c'est qu'on n'a plus la maîtrise sur la politique des taux. Enfin, si les gens avaient été un peu attentifs, ils auraient écouté la campagne présidentielle. Il y avait quand même une chance sur 3 ou 4 que le président actuellement élu puisse se faire élire. Et puis il y a une période où on sentait bien que ça pouvait le faire. On avait tous vu que dans sa campagne, c'était dit ça. Bon, donc les plus initiés, on n'en fait pas partie, on n'a pas eu besoin. Mais avec augmenter les taux, le moment venu, hein, ou revoir la politique d'abattement à la base. Bon, voilà. Mais que l'État assume, enfin là pour le coup c'est le gouvernement, assume ses choix, ses responsabilités, ils suppriment la taxe d'habitation, mais qu'ils trouvent eux-mêmes ou les ressources de substitution, mais qui ne soient pas pris sur le contribuable local, ou parce que quel serait le sens, enfin je ne veux pas polémiquer et politiser le truc, quel serait le sens en 2017, on dit aux contribuables vous ne paierez plus d'impôts, et puis 3 ans après, en fait, on vous en remet un nouveau. Enfin, je ne comprends pas la cohérence intellectuelle là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a une question sur les 10 milliards d'euros à trouver. Donc moi, je fais très lourdement, pardonnez-moi, le lien avec la trésorerie et les excédents budgétaires. Effectivement, on peut se poser des questions sur la compensation ou pas de dans cette dynamique d'excédent de cette ressource. Il y a un point, alors je vois que l'heure tourne, excusez-moi, donc il y a un point qu'on avait prévu d'aborder parce que l'idée est aussi de vous donner quelques éléments positifs sur les outils ou le champ du possible sur les finances. On avait prévu de parler de pacte financier et fiscal intercommunal, donc là je me retourne à nouveau vers Sylvain Guinaudy, donc qu'il a évoqué tout à l'heure. Qui est un vrai sujet, qui est souvent un peu compliqué et crispé, parce qu'on a vécu un mandat, disons-le, je vais le dire moi, ce sera plus simple, très crispé entre les communes et les intercos, puisqu'on a fait avancer les intercommunalités à marche forcée, donc dans certains cas, dans un climat tendu, qui a crispé les relations entre les communes et les intercommunalités, qui fait qu'il y a beaucoup d'intercommunalités qui sont un peu à l'arrêt, voire en tout cas en grand ralentissement, ce qui explique peut-être la baisse de l'investissement et ces excédents qui se constituent. Mais certains, comme vous avez réussi à mettre en place des pactes financiers, donc un mécanisme de relations financières entre l'intercommunalité et ses communes membres, donc qui, j'imagine, doit vous permettre d'envisager l'avenir et la capacité d'investissement de façon plus sereine. Je ne sais pas si elle sera plus sereine, mais en tout cas, le débat a été posé à l'issue du SDCI. Donc vous l'avez dit, tout ça a été un petit peu percutant. Moi, j'ai toujours pensé que les élargissements de
périmètre se faisait bien quand les élus locaux étaient en la manœuvre. Quand c'est vertical, que ça descende vers le haut, que ça a imposé, c'est toujours un petit peu compliqué, ça crée des crispations et on a du mal à avancer. Donc, le Club Zaguet, lui, a été agrandi, ça a fait largement polémique, j'en discutais avec un de mes collègues qui est dans l'assistance, mais il nous fallait continuer à construire un territoire pour nos administrés. Donc nous avions, un schéma d'investissement inscrit sur le long terme qui se traduit aujourd'hui, parce qu'il faut du temps, sur pratiquement 20 millions d'euros d'investissement d'ici 2021. Et malheureusement, c'est des investissements qui sont de l'ouverture de services et qui vont créer aussi des dépenses de fonctionnement. Donc il fallait que sur un territoire et sur des équipements structurants, que l'on puisse faire preuve de solidarité. Et je crois que c'est le sens du bloc communal. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la relation commune-intercommunalité, elle est étroitement liée. Elle est étroitement liée dans les investissements structurants qu'elle doit porter. Je ne suis pas convaincu que les routes soient toujours les réponses, mais pour certaines routes, elles doivent l'être. En tout cas, sur des éléments structurants, ça doit être des choses qui seront partagées. Mais c'est aussi vrai en termes de fiscalité d'ailleurs. Et les marges de manœuvre financières ou fiscales dégagées par l'intercommunalité doivent pouvoir être ramenées vers les communes et vice-versa. Donc c'est un véritable travail de partenariat. Nous, on avait besoin, donc, je vous le disais, d'investir 20 millions d'euros à échéance 2021 et qui créera, je vais dire malheureusement, mais c'est le constat, pratiquement 1,4 million de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Alors quand je dis 1,4 million de dépenses de fonctionnement supplémentaires, je viens rajouter, parce qu'on est des gens sérieux, le remboursement des emprunts que l'on mobilise pour pouvoir investir. Donc on a travaillé sur 4 thèmes. Un, la disparition de la dotation de solidarité communautaire. Elle était dynamique, on l'a figée, on l'a transférée dans l'attribution de compensation. On a créé un partenariat entre les communes et l'Intercom en réduisant l'attribution de compensation sans transfert de charge. Donc la loi le permettait, puisque nous avions 24 mois après l'élargissement du périmètre pour pouvoir toucher aux attributions de compensation. On est allé chercher 15% de diminution des attributions de compensation sur les communes. La première proposition, elle était ambitieuse, elle était d'aller chercher 30%. On est revenu à 15% et on l'a pondéré avec des critères de population et de dépenses réelles de fonctionnement. Le troisième critère sur lequel on a travaillé, c'est sur le FPIC. On a décidé de geler le FPIC et d'attribuer la dynamique du FPIC qui doit normalement monter en puissance encore jusqu'en 2020. En tout cas, souhaitons-le. Cette dynamique du FPIC est laissée à l'intercommunalité. Et le quatrième, parce qu'à un moment donné, il fallait aussi pouvoir peser, c'était toucher à la fiscalité, mais avec de véritables raisons, des choses clairement affichées, de 12% sur les 4 prochaines années. Voilà. En faisant ça, on affichait clairement les choses vis-à-vis de nos administrés. On construit une piscine, on construit une maison de service public, on investit 500 000 € par an sur des équipements de service, mais on permettait aussi d'annoncer les choses de façon très claire auprès des communes. Elles connaissaient aussi ainsi quelles étaient leurs marges de manœuvre sur leur taux, la collectivité au-dessus, si j'ose dire, même s'il n'y a pas de lien de verticalité entre, pour moi, la communauté de communes et les communes, savait comment on allait peser, donc elles pouvaient aussi ajuster et vice-versa. Et en touchant aux attributions de compensation, on pouvait aussi redonner des marges de manœuvre en termes de fiscalité aux communes. Donc voilà quel était le pari. Il était clairement annoncé. Il touche lourdement aussi dans nos excédents cumulés, mais il est structurant. Et je pense que c'est le sens de l'intercommunalité. Et je crois que demain, la relation qu'il faudra bâtir entre l'intercommunalité et les communes, je le disais tout à l'heure, c'est atteindre des tailles critiques, choisir, d'avoir une nouvelle vague de transfert de charges, mais je le redis, sur des charges choisies. Je veux dire, le transfert eau et assainissement, on peut en débattre, mais quand même, la nouvelle compétence GEMAPI, importante certes, mais il va falloir qu'on compte. Quand on parlait de la contractualisation à 1,2%, sur le transfert de la compétence GEMAPI, ce n'est pas 1,2% qu'il va falloir appuyer, sauf si on vient toucher à la fiscalité. Et ça, c'est à nouveau un sujet. Et puis, effectivement, être en capacité de pouvoir définir correctement l'intérêt communautaire. Et une fois qu'on aura fait ce travail entre les communes et les intercommunautés, ce n'est pas un travail simple, ce n'est pas un travail qui se fera en quelques semaines, en quelques mois. Je crois que c'est du travail à long terme, c'est la construction des territoires, demain des territoires de vie. Et d'ailleurs, je rappelle que les lois Chevènement sur l'intercommunalité, c'était la notion de bassin de vie. On l'a malheureusement dans ce département oublié. Voilà. On a souvent, pas souvent,
on a totalement créé les intercommunalités sur les territoires des cantons, le canton était qu'un territoire pour se faire élire. Donc si on revient aux fondamentaux, l'intercommunalité, c'est un bassin de vie, et le charge de l'intercommunalité, c'est de créer le bassin de vie, de pouvoir animer le bassin de vie, de structurer le bassin de vie. Voilà comment doit se créer, à mon avis, demain la relation commune-intercommunalité. Et vous avez réussi à le faire. Donc et on va réussir. C'est d'autant plus. Vous avez mis en place un pacte financier, ce qui n'est pas toujours très simple. Alors, je vous remercie pour ces témoignages. Donc, on a dépassé un peu le temps qui nous était imparti. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on prenne quelques questions par rapport au sujet que nous avons abordé. Non ? Bon. Donc, on va s'arrêter là juste pour conclure peut-être sur ce qui a été dit. C'est que je crois que là, tout le monde s'accorde à dire que les capacités financières sont là, sont présentes, les capacités à mener à bien les projets de fin de mandat sont disponibles, les taux d'intérêt sont bas, les banquiers sont prêts, l'arme au pied, prêts à vous financer, si j'ai bien compris. Donc, et on a eu un message très rassurant quant à la refonte de la taxe d'habitation. Donc, il n'y a plus vraiment de quoi s'inquiéter pour l'avenir. Donc, à vous de jouer maintenant pour mener à bien votre fin de mandat. Merci pour votre attention.